table ronde sur comment faire du numérique une opportunité dans nos organisations. Donc avec toute cette réflexion ce matin sur la question de la nuance, sur la question des risques de l'excès, du trop peu ou du trop trop, là on va aller explorer dans la question des regards croisés, comment en fait dans des entreprises on s'empare du numérique et comment en fait on conduit ce changement de façon la plus constructive possible. Je vais demander donc à chacun de se présenter. Audrey. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Cailloué et je suis responsable logistique chez Alstom. Donc Alstom, c'est une entreprise ferroviaire qui produit des trains métro et tramway. Et à Rouen plus particulièrement, on fait les transformateurs de courant. Voilà. Merci. On continue. Bonjour, Philippe Palamaras. Je suis le dirigeant et le fondateur de HandiJob, entreprise adaptée. Bonjour, je suis Stéphane Perrin, je suis le manager de l'agence de communication Handicom, qui est l'agence de communication d'HandiJob. Et bonjour, je suis Yannick Raffnel, je suis le coprésident de ETEC France. Je vais vous parler aussi de digital et de formation. Donc, nous avons donc nos 4 invités. On va maintenant donner la parole à Audrey sur comment en fait s'est conduite la révolution numérique dans votre entreprise. Du coup, pour donner un peu de contexte, dans notre entreprise, on était très peu numérisé, c'est-à-dire que ça se concentrait seulement sur les domaines bureautiques et en production, il n'existait rien. Et puis, avec l'arrivée d'un nouvel ERP, donc un pro-logiciel de gestion qui permet de gérer que ce soit la production, la gestion de stock, etc. On a déployé des tablettes numériques connectées au système en production. Donc ça permet à la production de gérer l'ensemble de ces aléas en termes de processus quand il y avait des problèmes, mais également de pouvoir remonter combien de temps on met pour faire un transformateur, etc. et de gérer un peu l'ensemble de la production. Donc on part de personnes qui n'avaient jamais touché à l'informatique à des gens qui aujourd'hui bossent avec au quotidien. Et sur la partie logistique aussi, on a déployé des smartphones, donc des smartphones qui nous permettent de gérer que ce soit les entrées marchandises, les prélèvements pour la production, le stock, etc. Voilà. Merci. Et est-ce qu'il y a eu des retours assez inattendus sur la façon dont vous avez procédé ou comment vous avez pu régler les problèmes? Qu'est-ce qui a pu être difficile et qu'est-ce qui a été facilitant? Ce qui était difficile, c'était d'expliquer aux équipes pourquoi on passait à ce genre de méthode. Et au final, aujourd'hui, c'est pour gagner du temps, c'est pour gagner en efficacité et améliorer nos processus parce que les informations remontent directement dans le système et puis peuvent être traitées par tout le monde. Pour la mise en œuvre, en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement communiquer énormément autour du projet, puisqu'on était on partait de rien et on partait avec des gens qui étaient pas forcément pour le projet. Et l'idée, ça a été de communiquer énormément autour de ce projet et pouvoir aussi remonter les difficultés du quotidien au niveau de la production pour pouvoir aussi répondre à leurs besoins et leur améliorer le quotidien par le numérique. Donc en fait, vous avez beaucoup communiqué, vous avez travaillé avec en transparence, de telle manière à ce que les gens puissent faire remonter, donc se sentent utiles. Et est-ce qu'il y a eu des apports inattendus, des bonnes surprises? On a eu des personnes de terrain qui nous ont remonté certaines choses, qui nous ont permis aussi de ne pas aller droit dans un mur avec le numérique et de pouvoir trouver une solution beaucoup plus pérenne pour l'entreprise. Ce qu'on entend, c'est que ce n'est pas très descendant, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est fait de façon transversale. C'est ça. D'accord? Avec une place pour chacun, pour s'exprimer et pour pouvoir donner des idées. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis on a, dans le projet, regroupé les personnes de tous les domaines possibles, que ce soit les personnes de terrain en production, mais aussi des dirigeants, mais aussi, voilà, énormément de personnes autour de la table pour se mettre d'accord sur une solution commune et qui convient à tout le monde. Donc on se met d'accord ensemble. On va retenir ça. Merci beaucoup Audrey. Merci. On va passer la parole maintenant aux collègues d'HandiJob.
Alors, après Platon, Michel Serres et Schopenhauer, et M. Fiat, ça va être un peu compliqué de passer, mais il y a un point commun entre ce que disait M. Fiat et Andy Job, c'est que cette entreprise a été créée sur ce que les philosophes appellent un apax existentiel, c'est-à-dire une prise de conscience. Il y a 13 ans, moi je quittais la grande distribution et je savais que je voulais faire absolument autre chose. Je n'étais plus à ma place. Et ma place, elle était autre part. Là, je me sens bien parmi vous. Et c'était essentiel pour moi. Donc, Andy Job a été créé pour faire une entreprise, parce que nous sommes une entreprise, effectivement, de personnes en situation de handicap, adaptée, où on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de volonté d'accompagnement, de formation. Et je dirais que les personnes qui viennent nous voir n'ont pas obligatoirement un bac+10. À l'arrière, ils n'auraient pas vraiment besoin de nous, parce que on sait qu'il y a plus de facilité pour ceux qui ont des diplômes et plutôt élevés de trouver du travail. Mais ce qui nous plaît, c'est de prouver à tout le monde qui rentre dans notre entreprise et en extérieur, de leur démontrer que nous sommes parfois capables, et souvent, de faire pratiquement l'impossible. Sans souffrance, avec un plaisir assez formidable, avec des difficultés aussi. Et Andy Job, les fondements d'Andy Job, c'est ça. Et aussi de vouloir faire du bien. Enfin, non. De vouloir à ce que ça soit bon pour tout le monde. Bon pour nos collaborateurs, bon pour l'entreprise, bon pour nos clients, bon pour nos fournisseurs. Cette démarche globale et holistique, je pense qu'aujourd'hui, surtout sur les jeunes générations, elle est vraiment indispensable. De voir un monde où on ne soit pas en opposition, mais on construit ensemble. Et Andy Job, nous essayons fortement de pouvoir construire ensemble. Voilà sur l'ADN d'Andy Job. Maintenant, effectivement, on a plusieurs métiers, notamment des métiers assez traditionnels chez Andy Job, comme l'espace vert, le nettoyage, le multiservice, mais des choses aussi très particulières dont vous parlera Stéphane, c'est-à-dire une agence de communication qui fait des trucs dans le numérique que les autres même ne font pas, quasiment mondialement. Et ça, c'est pour nous une grande fierté. Et puis, on s'est lancé également dans le réemploi d'électronique, parce que c'est aussi l'avenir, essayer d'améliorer notre relation avec la planète. Voilà, c'est d'une manière synthétique, je ne pouvais pas être plus synthétique, hein, franchement. Là. Merci. Donc, Merci. donc une entreprise vertueuse, en tout cas qui a des valeurs, qui les défend de façon très forte et qui a osé. Vous avez eu beaucoup d'audace. Est-ce qu'on passe la parole, du coup, on essaye d'explorer Handicom ? Alors, partons à l'aventure, on va explorer donc. On voit des images et on est un petit peu bluffé, donc oui, peut-être qu'il faudra que tu nous expliques des choses là-dessus. En fait, tout d'abord, il faut juste savoir que Andy Job, c'est vrai, nous a permis de pouvoir faire des choses extraordinaires et que l'agence Handicom n'aura que 3 ans au mois de juin. Donc on est tout nouveau et pour se différencier, outre le fait qu'on soit déjà une entreprise adaptée, et que 80% des personnes qui travaillent dans l'agence soient en situation de handicap, l'idée c'était de se différencier aussi par les services. Une agence de communication, c'est la création de sites internet, c'est la création de logos, de flyers, de la gestion de réseaux sociaux. Donc on a dit, bon, on va pousser notre différence le plus loin possible. Et l'idée c'est d'avoir pu exploiter les compétences des personnes qui étaient dans l'agence. On a commencé à 4, et notamment d'une personne qui a fait une école de cinéma, qui est en situation de handicap. Elle a fait une école de cinéma et qui nous a dit, moi je sais faire des hologrammes. Alors, on a dit, banco, on va faire des hologrammes. Alors pour vous, les hologrammes c'est quoi? C'est Mélenchon, oui. Et c'est aussi Star Wars, voilà. Donc généralement, c'est les 2 réponses qu'on nous donne, mais il faut savoir que Star Wars, c'est du cinéma, Mélenchon, c'est du cinéma aussi. Mais voilà. En fait, les hologrammes, ça existe depuis des dizaines d'années.
c'est pas nouveau. Ce qui a évolué récemment, depuis quelques années, 5-6 ans, c'est la façon de diffuser les hologrammes. C'est-à-dire que nous avons des diffuseurs d'hologrammes. On vous a amené une petite démonstration sur le côté avec ce qu'on appelle une hélice hologramme. En fait, ça permet de diffuser des films d'animation en 3D qui sont faits avec des logiciels spéciaux. Et donc, on peut faire ce que l'on veut avec ces films. On crée un scénario, un pitch, et ensuite, on fait les films dans l'agence. Et on a également ce qu'on appelle des vitrines. Vous avez pu le voir, je crois que sur le film, des vitrines qui permettent aussi de faire des hologrammes. À partir de là, ça fonctionne très bien. C'est une nouvelle forme de communication, aussi bien pour les institutionnels, pour les entreprises privées, aussi bien pour les ESAT, pour les EA, pour tout le monde, parce que c'est complètement différenciant et en plus c'est personnalisable. C'est-à-dire que comme on fait un brief, on prend le brief du client, on personnalise le film. Pour info, comme ça un peu à la volée, on va travailler sur un site archéologique là prochainement, on va travailler pour des startups, on travaille pour de l'industrie et on travaille aussi pour une société qui fait des caissettes pour les huîtres et les moules. Donc vous voyez, le champ des possibles est énorme et on va sur de nombreuses activités. Mais on a voulu pousser et aller plus loin parce qu'on veut toujours avoir un temps d'avance, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'entre 5 et 10 agences en France qui font des hologrammes, et on est la seule agence entreprise adaptée à faire des hologrammes en France. Mais on s'est dit, bon, il y en a d'autres qui vont le faire à un moment donné. Donc on a voulu aller plus loin, et on s'est servi du fait de savoir créer de la 3D pour utiliser la 3D pour les réseaux sociaux. Et on a créé depuis quelques semaines une nouvelle plateforme qui s'appelle la Fabrique Animée. C'est une plateforme, vous avez vu quelques exemples derrière, qui permet de créer des films vidéo qui reprennent les posts Facebook, LinkedIn ou Instagram, et on intègre à l'intérieur des effets 3D pour vos réseaux sociaux. C'est complètement différenciant, on est unique en France, unique en Europe à faire ça, et on a un seul, on va dire, comment on dit, un concurrent qui est aux États-Unis. Donc voilà, pour l'instant on va pas y aller, on le laisse tranquille, mais on ira. Voilà notre différence. Notre différence, c'est se différencier, c'est aller plus loin et c'est toujours avoir un temps d'avance. Et je reprendrai l'accroche qu'a créé Philippe pour HandiJob. HandiJob, Handicom, c'est être handicapable. Voilà. Merci beaucoup. On va donc donner la parole à Yannick Raffnel de Hightech. Voilà, moi je vais vous parler de formation digitale parce que aujourd'hui, on l'a dit, tout se transforme très très vite et se former, ça fait partie du quotidien parce que si on ne se forme pas, eh bien le train il passe et on le regarde passer et on passe à côté. Alors, de quel point de vue je vais vous parler de ça parce que ça fait quasiment 30 ans que je suis dans le digital et la formation. Et aujourd'hui, je suis le coprésident de EdTech France. EdTech France, c'est une association qui regroupe tous les acteurs, les entreprises qui produisent des outils, des ressources, des plateformes, tout ce qui sert pour la formation et qui utilise le digital. Alors, je vais vous parler de ça en repartant d'une chose. Cette année 2021, mais déjà en 2020, il y a eu le Covid et pour tout le monde, le digital s'est imposé dans la formation. On parlait depuis déjà 30 ans dans les organismes de formation, il faut se préparer parce que utiliser Internet, utiliser le digital pour se former, ça va être vraiment important. Mais là, c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence et on aurait pu dire, eh bien oui, se former avec le digital, ça concerne tout le monde, sauf qu'il s'est passé un sacré problème. Si on regarde ce qui s'est passé, eh bien, on voit que ce qui a été utilisé, ce que l'on a subi, c'est la classe virtuelle. On s'est tous retrouvés seuls chez soi, devant son écran, en connexion avec les autres, mais à subir pendant des heures et des heures de Zoom, de Teams, de tout ce qu'on veut, en étant abandonnés, en étant isolés et en n'ayant finalement pas trop la parole, en ayant à subir les personnes qui venaient nous parler d'en haut.
Mais là-dedans, il n'y a rien de moderne. Parce que si on regarde, eh bien, on revient 100 ans en arrière, 150 ans en arrière. Ça, c'est un amphithéâtre du CNAM à Paris. Et dans cet amphithéâtre, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui est le sachant, celui qui est sur l'estrade et qui parle. Et dans la salle, on a les apprenants, les élèves qui sont là et qui sont en train d'écouter. Eh bien finalement, quand on est en classe virtuelle, on est exactement dans la même situation. Et pas tout à fait, parce que au moins, là, ces élèves-là, quand ils vont dans l'amphithéâtre, ils retrouvent les autres. Ils sont assis les uns à côté des autres, ils peuvent bavarder entre eux, ils peuvent aller prendre un café après, ils peuvent se retrouver, ils peuvent discuter, alors que quand on est tout seul chez soi à subir la classe virtuelle, eh bien finalement, on est tout seul. C'est donc bien pire qu'il y a 150 ans. Alors, si on regarde, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce qui s'est passé, ça a été une véritable catastrophe, parce que ce que vous avez ici, ça, c'est la vision de l'école à l'an 2000. Ça, c'était dans les années 1900, 1910. On imaginait l'école à l'an 2000. Et qu'est-ce qu'on voit? On est dans ce fantasme qui a toujours existé, qu'il y a des gens qui savent qu'ils vont utiliser la technologie. Alors là, ce n'était pas le Internet, mais c'est exactement la même chose. C'est de croire qu'il suffit que des gens qui savent mettent les livres dans le hachoir, que l'on connecte le hachoir aux apprenants et que apprendre, c'est écouter et subir ce qu'on leur balance, peu importe le média. Et ça, si ça marchait, ça se saurait. Et ce que l'on sait, c'est que ça ne marche pas. Et pourtant, on continue à avoir ce fantasme-là de croire que la technologie va nous permettre d'apprendre comme ça. Je vous rassure, ça ne marche pas. On a tous subi cet usage du digital catastrophique au travers de la classe virtuelle, qui était une solution de secours pour pouvoir répondre à la pandémie parce que les organisations n'étaient pas prêtes. Or, utiliser le digital, c'est complètement autre chose. Et pour reprendre la suite de notre philosophe qui a merveilleusement introduit cette session, eh bien, on va le voir. Il n'y a pas de bons ou de mauvais outils, mais il y a des bons ou des mauvais usages des outils. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là où on va pouvoir se poser la question de comment se préparer à bien utiliser les outils. Et je vais ouvrir ça en disant comment est-ce qu'on peut bien utiliser le digital pour se former. Alors, ça commence par se dire une chose, c'est que utiliser le digital aujourd'hui, c'est d'abord changer la manière de se former et d'apprendre. Et ça passe par un changement des pratiques pédagogiques. J'ai résumé là 5 grands piliers fondamentaux. Aujourd'hui, pour apprendre, on a besoin d'apprendre en ayant du sens. On apprend en faisant. On apprend par le projet. Alors en anglais, on dit ça le learning by doing. On apprend en faisant. De la même manière que pour faire du vélo, on n'apprend pas comment ça marche un vélo, la chaîne, les rayons, la roue. Non, non, on apprend en faisant, on apprend en se cassant la figure et à force, on arrive à avancer et à ne pas tomber. Eh bien, toutes les étapes pour apprendre quoi que ce soit, ça passe par ça. Donc du projet, quelque chose que l'on fait en donnant du sens. Ensuite, on a vécu cette obligation du digital, mais ce qu'il y a de très bien après ces 2 années, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, alors, c'était mieux avant, et on retourne dans le passé, où on utilise aussi le digital. Aujourd'hui, il n'y a plus l'opposition de est-ce que l'on va prendre du digital ou de l'humain? On va prendre le meilleur du digital et le meilleur de l'humain. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Au contraire, est-ce qu'on va prendre le présentiel ou le distanciel? On prend les deux. Est-ce qu'on va prendre ce que l'on appelle le synchrone, c'est-à-dire ce qui se fait en live, en direct, ou l'asynchrone, ce que l'on fait
le soir chez soi, sur son téléphone ou sur Internet pour pouvoir aller se former tout seul, eh bien, on peut prendre du synchrone et de l'asynchrone. La solution aujourd'hui, elle va venir dans la capacité à mélanger en prenant le meilleur de l'humain, le meilleur du digital, le meilleur du présentiel, le meilleur du distanciel et en utilisant tout le potentiel que peut donner le digital. Parce que le digital ne va pas tout remplacer. Au contraire, il permet de se dire que dans l'humain, il y a des choses qui sont irremplaçables. Et pour continuer sur la métaphore, ça sera pas, moi je ne vais pas vous parler d'amour, mais je vais vous parler d'accompagnement. L'accompagnement, c'est se dire que même quand on va prendre dans le multimédia, dans la vidéo, dans tout ce que peut nous donner Internet, en produisant de la vidéo, en mettant des illustrations, des animations, des choses qui permettent vraiment de bien comprendre, eh bien ce qui compte, c'est le fait d'être accompagné. Nous avons tous besoin d'apprendre avec et par les autres, parce que nous sommes un animal social qui est programmé pour vivre avec les autres, pour apprendre avec et par les autres. Et on a besoin aussi, pour être capable de supporter ce qu'il y a de plus difficile dans le digital, avec ce sentiment d'abandon, d'être tout seul devant son écran, le fait que des personnes nous appellent et nous demandent comment ça va. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu as ce qu'il te faut pour pouvoir apprendre? Est-ce que tu as besoin d'aide? Ça compte pour moi que tu ailles jusqu'au bout et je vais t'aider. Tu sais que tu peux m'appeler si tu as besoin. Bref, de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on appartient à un groupe social, c'est fondamental. Alors, ces éléments-là, ça permet d'aller faire des choses extraordinaires. Et je termine cette présentation en disant, tiens, pour tous les Bretons, les Normands, et même tous ceux, puisque vous venez d'un peu partout de la France, il y a un rendez-vous, si vous voulez, parler de ces choses, parler de ces innovations pédagogiques, parler de ce que font les uns et qui peuvent servir aux autres. Eh bien, on a créé un événement, une association à Rennes qui s'appelle le Learning Show. Elle fait un événement une fois par an, c'est au mois d'octobre, ça sera le 19 et le 20, pour pouvoir échanger des bonnes pratiques, pour pouvoir faire sous forme d'ateliers immersifs, expérientiels, des ateliers d'1h15 dans lesquels on se dit « Waouh, ça c'est génial, quand on fait ça, on peut utiliser la réalité virtuelle pour pouvoir apprendre ça, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir aider dans telle chose, on peut utiliser de la danse ou du chant pour pouvoir aider les gens à se sentir mieux. » Bref, aller dans tous les espaces pour pouvoir aussi apprendre différemment et utiliser le meilleur du digital au service de l'humain. Toujours, le digital ne le remplacera pas, il est là pour nous aider et aider chacun dans sa singularité et dans sa différence. C'est une des grandes promesses à laquelle doit pouvoir répondre le digital, pouvoir accompagner et former chacun dans sa différence et dans sa singularité. Voilà ce que je voulais vous dire.